Le 4 août 1962, quand on a retrouvé le corps de Marilyn Monroe, le monde pleurait une étoile épuisée. Mais la vérité, c'est qu'une femme nommée Marilyn n'a jamais existé. Ce que vous voyez à l'écran, c'était un golem créé de toutes pièces. Pour ce visage parfait, on brûlait ses cheveux à l'électricité et on insérait du cartilage de vache dans son menton. Une femme au QI de génie qui dévorait Dostoïevski, forcée de jouer la blonde stupide, gavée de barbiturique. Et quand elle est morte, l'industrie a transformé son cadavre en un business milliardaire, où de vieux pervers payent des millions juste pour avoir le droit de reposer dans la tombe voisine. Aujourd'hui, nous allons disséquer le mythe le plus cruel du XXe siècle et découvrir comment Hollywood a tué une personne vivante pour un joli poster. 4 août 1962. Los Angeles, quartier de Brentwood, 5e Helena Drive, maison 1230. L'air est lourd, étouffant, typique des nuits californiennes quand la brise de l'océan n'atteint pas les collines. Dans la chambre, étonnamment modeste pour une femme dont le visage était l'image la plus reconnaissable du XXe siècle, la lumière est allumée. Elle l'est toujours. Elle a peur du noir depuis que ses parents adoptifs l'enfermaient dans le placard quand elle était enfant. Sur le lit, une femme. Elle est nue. Sa main serre convulsivement le combiné du téléphone, comme si elle avait tenté de passer un dernier appel, sans composer le numéro. Ou peut-être l'a-t-elle composé, mais au bout du fil, on a simplement raccroché. Le rapport officiel du coroner du comté de Los Angeles enregistrera l'heure du décès, entre 20h30 et 22h30. Cause de la mort, intoxication aiguë au barbiturique, probable suicide. Le monde se souviendra de cela comme de la tragédie d'une étoile fatiguée. Les journaux parleront de dépression, de pilules, d'amour malheureux. Mais aucun des reporters, massés derrière les barrières de police le lendemain matin, n'écrira la vérité. La vérité que le corps emporté par les ambulanciers sous les flashs des caméras n'était qu'une coquille vide, un scaphandre biologique. La femme nommée Norma Jean Baker n'est pas morte cette nuit-là. Son meurtre lent et méthodique avait commencé exactement 16 ans plus tôt. Et le meurtrier n'était pas un être humain. Le meurtrier était une idée. L'idée qu'une femme vivante, respirante, sensible pouvait être démontée comme une voiture, que l'on pouvait jeter les pièces d'inutiles comme la personnalité, l'intellect et la douleur et la remonter en produit de consommation parfait. On a l'habitude de voir Marilyn Monroe comme une icône. Mais si on regarde les faits sans les lunettes roses de la nostalgie, on voit l'expérience la plus cruelle de l'histoire du show business. C'est l'histoire de comment l'industrie a cultivé un parasite artificiel et l'a implanté dans l'esprit d'une jeune fille. Le parasite portait le nom de Marilyn. Il se nourrissait de sa force, de son temps, de son corps. Il devenait plus fort à chaque couverture de magazine, tandis que l'hôte, Norma Jean, se fanait, se recroquevillant en boule de terreur dans sa propre tête. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une autopsie, pas celle du corps, mais du mythe. Nous allons enlever couche par couche le vernis pour voir les cicatrices. Nous ouvrirons les dossiers médicaux cachés depuis un demi-siècle. Nous lirons les journaux intimes écrits d'une main tremblante. Et vous comprendrez que le prix d'une icône ne se mesure pas en millions de dollars. Il se mesure en années de tortures infligées à un être vivant pour que vous puissiez accrocher un beau poster au mur, bienvenue dans l'histoire réelle, et oui, elle ne vous plaira pas. Acte 1. La fille d'usine et la chirurgie de l'image. Pour saisir l'ampleur de la tragédie, il faut remonter le temps, en 1944. Oubliez les diamants et les robes blanches. Imaginez l'odeur de l'huile de machine, le grondement des machines-outils et la poussière. L'usine Radioplane Company à Burbank, Californie. Ici, on assemble les drones OQ-2 pour l'armée des États-Unis. Parmi des centaines d'ouvriers, une jeune fille de 18 ans travaille. Elle s'appelle Norma Jean Dougherty. Si vous l'aviez rencontrée à l'époque, vous n'auriez pas reconnu la future déesse du grand écran. Elle était mignonne, c'est le mot juste. Cheveux châtains bouclés, une légère malocclusion, le corps robuste d'une fille habituée au travail physique. Elle vérifie les parachutes et pulvérise du vernis ignifuge sur les fuselages. Elle rit fort et sans retenue. Elle a un mari, marin dans la marine marchande, et rêve d'une maison et d'enfants. Elle est normale, elle est vivante. Mais à Hollywood, dans les années 40, être normal est une condamnation. L'industrie de l'époque ne cherchait pas des actrices, elle cherchait de la matière première. Le système des studios, la fameuse Star System, fonctionnait comme un immense abattoir. Il prenait des gens et les transformait en jolies boîtes de conserve avec des étiquettes. Le tournant décisif survient quand le photographe David Conover arrive à l'usine pour prendre des photos de propagande des femmes à l'arrière. Il voit Norma, la caméra l'adore. Mais quand ces clichés arrivent sur le bureau de Ben Lyon, directeur du casting chez 20th Century Fox, il ne voit pas une fille, il voit de l'argile.
La première rencontre dans le bureau de Lyon marque le début de la fin pour Norma Jean. Ce n'était pas une discussion sur le talent, c'était une inspection de marchandises. Lyon, cynique aguerri, rend son verdict. Le matériau est prometteur mais nécessite une rénovation complète. Ton nom, dit-il en grimaçant comme si une dent le faisait souffrir. Norma Jean Dougherty. Ça sonne comme le nom d'une serveuse dans un diner en Oklahoma. Personne ne paiera pour voir Norma Jean. À ce moment-là, la première violence est commise. La privation d'identité. On lui propose de choisir un nouveau nom, comme on choisit le nom d'un chien de race. Lyon se souvient de Marilyn Miller, star de Broadway des années 20, morte jeune et tragiquement. Marilyn, prononce-t-il. Ça sonne doux, sexy, 2M. Norma propose le nom de sa grand-mère, Monroe. Ainsi naît le nom. Mais il faut l'habiller. Et le corps de Norma Jean ne convient pas. Aujourd'hui, la chirurgie esthétique est banale. À la fin des années 40, c'était un territoire de risque, de douleur et d'expérimentation. Les stars ne se faisaient pas opérer en masse, c'était caché comme un secret d'État. Mais pour créer Monroe, des mesures radicales étaient nécessaires. Les dossiers médicaux, vendus aux enchères en 2013, et les souvenirs des chirurgiens hollywoodiens révèlent la carte des opérations sur le visage de Norma. Le premier problème était la provincialité. Norma avait ce qu'on appelle une pointe de veuve, une mèche de cheveux en triangle sur le front. Pour les patrons des studios, c'était un signe de simplicité. Un visage idéal devait avoir un front jaune, dégagé, aristocratique. La solution, l'électrolyse. Ce n'est pas l'épilation laser à laquelle vous êtes habitué. C'est une torture médiévale. Une fine aiguille métallique est insérée dans chaque follicule pileux. Puis un courant électrique tue la racine. Ensuite, le poil est arraché avec une pince. Et ainsi de suite. Des centaines de fois, millimètre par millimètre. Norma a subi cela pendant des mois. La peau de son front s'enflammait, rougissait, faisait mal. Elle devait appliquer de grosses couches de maquillage pour cacher les brûlures. Elle brûlait littéralement une partie d'elle-même pour correspondre aux plans. Mais cela ne suffisait pas. Les radiographies du crâne sous le nom de Joan Newman, pseudonyme utilisé par les médecins pour la confidentialité, montrent une intervention au niveau du menton. Norma avait un menton doux, légèrement incliné. Marilyn devait avoir un ovale volontaire mais féminin. Le chirurgien Michael Gurdin a réalisé une opération pour implanter un implant. En 1950, le silicone n'existait pas encore en médecine. On lui a implanté du cartilage de bœuf, un morceau d'animal dans son visage. Plus tard, vers la fin des années 50, ce cartilage a commencé à se dégrader et à se résorber, ce qui terrifiait Norma. Elle voyait le visage de Marilyn fondre dans le miroir, révélant l'ancien visage qu'elle essayait d'effacer. La rhinoplastie a complété la reconstruction architecturale, on lui a délicatement affiné le bout du nez. Quand elle sortait de la clinique, dans le miroir, c'était déjà une autre personne qui la regardait. Étrangère, belle, parfaite, mais étrangère. L'étape suivante était de créer la couleur signature. Norma Jean était châtain. Ses cheveux étaient épais, raides, bouclés. Le studio exigeait une blonde platine. Ce n'était pas juste une visite chez le coiffeur, c'était une guerre chimique. Sylvia Barnard, styliste qui travaillait avec elle, utilisait un mélange agressif de peroxyde d'hydrogène et d'ammoniac. La procédure se répétait toutes les 3 semaines. La direction exigeait que Marilyn soit blonde partout. Cela signifiait décolorer non seulement les racines, mais aussi le duvet sur le visage. Marilyn avait un léger duvet sur les joues, ce qu'on appelle le peach fuzz. Les opérateurs l'adoraient, car avec le bon éclairage, il créait autour du visage une lueur douce, un effet naturel de rayonnement. Mais pour que ce duvet soit blanc, on l'empoisonnait aussi avec des produits chimiques. Le cuir chevelu de Norma était constamment brûlé. Ses cheveux devenaient cassants comme de l'herbe sèche. À la fin de sa vie, elle portait souvent des perruques ou des postiches complexes, car ses propres cheveux ne supportaient plus la charge. La douleur est devenue sa compagne constante. Mais la douleur est le prix que la marchandise paie pour être exposée en vitrine. Une fois l'enveloppe extérieure prête, il fallait reprogrammer la motricité. Norma Jean marchait vite, à grands pas, comme une ouvrière pressée de rejoindre son poste. Marilyn Monroe devait flotter. La démarche légendaire, que dans le film Niagara on appellera la 8e merveille du monde, n'était pas une sensualité naturelle, c'était un hack ingénieux. Norma Jean l'a développée elle-même, comprenant ce qu'on attendait d'elle. La technique s'appelait « genou sur une corde ». Elle s'entraînait à marcher en plaçant un pied directement devant l'autre, comme si elle marchait sur un fil, tout en serrant fermement les genoux. Cette position anatomiquement non naturelle forçait les hanches à effectuer ce fameux mouvement en 8 pour maintenir l'équilibre. Il existe des témoignages de costumiers disant qu'elle allait encore plus loin. Elle limait un talon de ses chaussures d'environ un demi-centimètre.
Ce déséquilibre intentionnel forçait le corps à chercher constamment son centre de gravité, ajoutant à la démarche cette fragilité et vulnérabilité sexuelle. Chaque pas était un petit numéro de cirque. Chaque pas demandait du contrôle. Le sourire aussi était dressé. Elle passait des heures devant le miroir étudiant sa mimique. Elle apprenait à baisser les paupières, créant un effet de regard endormi, même face au projecteur. Elle s'entraînait à faire vibrer légèrement la lèvre inférieure, un léger tremblement que la caméra interprétait comme un signe d'excitation ou de larmes prêtes à couler. Psychologiquement, c'était un crochet génial. Les hommes voulaient soit coucher avec elle, soit la protéger. En 52, la transformation était achevée. Norma Jean Baker avait été effacée. À sa place se tenait un être parfait, éclatant, assemblé de sutures chirurgicales, de peroxyde d'hydrogène, de cartilage de bœuf et d'entraînements épuisants. Un être nommé Marilyn Monroe, le monde applaudissait. Mais personne n'entendait les cris à l'intérieur de cette cage dorée de la fille qui n'avait plus de place dans son propre corps. Acte 2, mutation psychologique. Si la transformation physique était brutale, la mutation psychologique de Norma Jean évoque un récit de Lovecraft. Elle ne jouait pas seulement un rôle, elle avait cultivé en elle une seconde personnalité, lui avait donné du pouvoir, puis avait perdu le contrôle. Dans le mysticisme tibétain, il existe le concept de tulpa, une forme pensée matérialisée, un être imaginaire qui acquiert sa propre volonté et commence à vivre indépendamment de son créateur. Norma Jean, sans le savoir, est peut-être devenu le cas de tulpa le mieux documenté du XXe siècle. La psychiatrie moderne diagnostiquerait, probablement chez Monroe, un trouble dissociatif de l'identité léger ou un trouble de la personnalité borderline. Mais dans les années 50, ces termes n'étaient pas utilisés par les tabloïds. Tout le monde voyait une star capricieuse. Personne ne voyait une personne déchirée. Tout a commencé comme un mécanisme de défense. Norma Jean, orpheline effrayée, passée par 9 familles d'accueil, ayant subi des abus sexuels dans son enfance et l'indifférence totale de sa mère. Gladys Baker souffrait elle-même de schizophrénie paranoïde et a passé la majeure partie de sa vie en clinique. Norma était trop fragile pour survivre dans le monde impitoyable d'Hollywood. Elle avait besoin d'un garde du corps et elle a inventé Marilyn. Marilyn était intrépide. Marilyn n'avait pas peur des hommes, elle les contrôlait. Marilyn ne ressentait pas la douleur. Mais avec le temps, ce garde du corps a pris le pouvoir. Les amis proches, maquilleurs et réalisateurs ont commencé à remarquer un trait inquiétant. Monroe parlait constamment de Marilyn à la 3e personne. Ce n'était pas une figure de style. C'était une distinction claire des sujets. Assise devant le miroir dans la loge, elle pouvait dire d'un air détaché « Marilyn ne veut pas sortir aujourd'hui. Elle est fatiguée. » Ou en regardant une prise ratée, Marilyn n'aurait pas fait ça. Elle traitait son image de star comme une bête capricieuse et exigeante qu'il fallait nourrir. Suzanne Strasberg, la fille de son professeur d'art dramatique Lee Strasberg, se souvenait d'une fois où Norma se regardait dans le miroir et disait tristement « J'aimerais être elle. J'aimerais être Marilyn Monroe. » Imaginez cette horreur. Une femme qui était Marilyn Monroe envie son reflet. Car elle comprend, le reflet est aimé du monde entier. Mais celle qui se tient devant le miroir n'est nécessaire à personne. Il existe une histoire légendaire racontée par le photographe Sam Shaw, selon d'autres versions, par l'épouse du photographe Milton Green, qui illustre le mieux ce changement effrayant. Milieu des années 50, New York. Norma Jean se promène dans les rues de Manhattan. Elle porte un simple manteau couleur camel, ses cheveux sont cachés sous un foulard, son visage est dépourvu de ce maquillage Marilyn. Elle marche dans la foule, les gens la bousculent, passent à côté, pressés par leurs affaires. Personne, absolument personne ne reconnaît en cette femme le principal symbole sexuel de la planète. Pour eux, elle est invisible. Norma Jean aimait ça. Elle aimait être petite, discrète, ordinaire. Mais son compagnon s'étonna. « Comment est-ce possible? Pourquoi personne ne te voit ?» Norma s'arrêta, le regarda avec une lueur malicieuse, presque folle dans les yeux, et demanda « Tu veux la voir ?» Sans attendre de réponse, elle fit quelque chose d'incroyable. Elle ne se changea pas. Elle ne se maquilla pas. Elle changea simplement d'état intérieur, elle redressa les épaules, inclina légèrement la tête en arrière, entr'ouvrit la bouche et alluma cette lumière intérieure. Elle changea d'énergie. L'effet fut instantané et explosif. L'air autour d'elle semblait s'électriser. Les gens commencèrent à s'arrêter. Les têtes se tournaient. Le trafic s'immobilisa. En 1 minute, une foule l'entourait, scandant « Marilyn! Marilyn !» Elle se tenait au centre de cet ouragan, souriant de ce sourire éblouissant, puis se tourna vers son compagnon et lui fit un clin d'œil. La magie avait opéré.
Le monstre était sorti de sa cage sur commande. Mais chaque année, il devenait de plus en plus difficile de remettre le monstre en cage. L'écrivain Truman Capote, qui était ami avec elle, l'appelant « bel enfant », décrivait une scène qui glace le sang. Un jour, il la trouva dans la salle de bain. Elle se tenait devant le miroir et se regardait fixement dans les yeux. Elle ne se maquillait pas, ne se recoiffait pas. Elle regardait simplement. Quand Capote lui demanda ce qu'elle faisait, elle répondit « Je la regarde ». Elle cherchait dans le reflet des signes de Norma Jean mais ne voyait qu'un masque collé à son visage. Cela provoquait une crise d'identité profonde. Dans ses journaux, publiés sous le titre « Fragments », elle écrit des lignes hachées pleines de douleur. Son écriture vacille, reflétant son état. Elle écrit qu'elle se sent comme une imposteur, que toutes ces personnes qui crient de son nom aiment un fantôme. J'appartiens au public et au monde non pas parce que je suis talentueuse ou belle, mais parce que je n'ai jamais appartenu à rien ni à personne, écrira-t-elle dans son autobiographie. Marilyn était devenue un parasite. Elle exigeait de plus en plus de temps. Tournage, interview, séances photos, réception. Norma Jean n'avait que les nuits d'insomnie. Pour étouffer la voix de Norma, qui implorait la paix, la pharmacologie entra en jeu. Les pilules n'étaient pas un moyen de prendre du plaisir, comme ce fut le cas plus tard, à l'époque du rock'n'roll. Dans les années 50, les barbituriques étaient prescrits aux ménagères comme des vitamines. Mais pour Norma, c'était un moyen d'éteindre la conscience. Un moyen de tuer le temps jusqu'à ce que Marilyn soit nécessaire sur le plateau. Elle commença à être en retard sur les tournages. Les réalisateurs s'énervaient, la qualifiant de non professionnelle. Billy Wilder s'arrachait les cheveux, l'attendant pendant 6 heures. Mais elle ne faisait pas de caprice. Elle restait dans sa loge, paralysée par la terreur. Elle devait se forcer physiquement à enfiler Marilyn. Elle avait des nausées avant de sortir. Son corps résistait, sa psyché craquait. Chaque sortie devant la caméra était un acte de violence contre elle-même. À la fin des années 50, la dissociation atteignit son apogée. Norma Jean avait pratiquement disparu. Elle n'apparaissait que lors de profondes dépressions. Le reste du temps, son corps était contrôlé par une intelligence artificielle nommée Marilyn Monroe, programmée pour sourire même quand le cœur était brisé. Acte 3, la tragédie de l'intellect, la cérébrale dans le rôle de l'idiote. Et c'est précisément à ce moment, quand sa personnalité était au bord du gouffre, que des hommes sont entrés en scène. Ils pensaient de l'aimer, mais en réalité, ils voulaient posséder la marque. Le plus gros mensonge que vous a vendu Hollywood est le suivant. Marilyn Monroe était une charmante idiote, une coquille vide séduisante, une femme-enfant dont l'esprit était aussi léger et aérien que ses jupes. Ce mensonge était commercialement nécessaire. Si le public avait su la vérité, la fantaisie sexuelle se serait effondrée. Personne ne veut fantasmer sur une femme plus intelligente que soi. Personne ne veut voir dans un jouet une angoisse existentielle digne de Dostoïevski. Mais les faits sont têtus, et les faits nous disent que Marilyn Monroe n'était pas simplement intelligente. Elle était un géant intellectuel, enfermé dans le rôle de l'idiote, et cette dissonance lui causait une douleur presque physique. Regardons les chiffres. Selon diverses sources, le quotient intellectuel de Marilyn Monroe était compris entre 163 et 168. Pour vous donner une idée, le quotient intellectuel de John Kennedy, président des États-Unis, était estimé à 129. Albert Einstein, environ 160. Bill Gates, 160. Elle n'était pas simplement pas stupide. Elle se situait dans la catégorie des surdoués ou des génies. La légende d'une romance avec Einstein, bien qu'il n'y ait aucune preuve physique de leur relation, n'est pas née de rien. Ils se connaissaient et échangèrent des lettres. Shelley Winters, colocataire de Monroe à ses débuts, se souvenait qu'elle faisait des listes d'hommes avec qui elles aimeraient coucher. Dans la liste de Marilyn, il n'y avait pas de beaux acteurs. Il y avait Arthur Miller et Albert Einstein. Elle était excitée par l'intellect parce qu'elle cherchait désespérément un interlocuteur à sa hauteur. Après la mort de Monroe en 1962, lors de l'inventaire de ses biens, les huissiers s'attendaient à trouver des montagnes de cosmétiques, des manteaux de fourrure et des bijoux. Tout cela était là. Mais le véritable trésor qui occupait la majeure partie de son espace, c'était les livres. Sa bibliothèque personnelle comptait plus de 400 volumes et ce n'étaient pas des romans de gare à la mode. C'était une collection dont un professeur de littérature aurait été jaloux. Parmi les auteurs, il y avait James Joyce, Fyodor Dostoïevski, Marcel Proust, Gustave Flaubert, Sigmund Freud, Anton Tchekhov, Bernard Shaw, John Steinbeck. Il existe une célèbre photo prise par Eve Arnold. Marilyn est assise sur une aire de jeu vêtue de shorts, lisant Ulysse de James Joyce. Les cyniques ont affirmé pendant des années que c'était une mise en scène. Regardez, une blonde avec un livre intelligent. Haha. Mais Eve Arnold a plus tard révélé la vérité. Nous travaillions et je lui ai demandé ce qu'elle lisait. Elle a dit qu'elle gardait Ulysse dans sa voiture et le lisait depuis longtemps.
Elle a dit qu'elle aimait le son de ce texte et qu'elle le lisait à voix haute pour elle-même, pour en comprendre le sens. Réfléchissez-y. Ulysse est l'un des livres les plus complexes de l'histoire de la littérature, construit sur le flux de conscience. Même les philologues s'y cassent les dents. Norma Jean, qui n'avait même pas terminé ses études secondaires, s'attaquait intuitivement à ce texte, cherchant des réponses à sa propre psyché fracturée. Elle adorait la littérature russe. Elle rêvait de jouer Groutchenka dans Les Frères Karamazov. Elle se sentait proche des personnages de Dostoïevski, humiliée, offensée, au bord de la folie, mais dotée d'une âme immense et dévorante. Dans ses lettres, elle discutait des idées de Freud sur la psychanalyse avec une profonde compréhension du sujet. Elle analysait ses traumatismes, non pas comme une victime, mais comme une chercheuse. Au milieu des années 50, elle a fait quelque chose d'inouï pour une star de son calibre. Elle a rompu son contrat avec le studio 20th Century Fox, a quitté Hollywood et est partie à New York. Pourquoi? Pour étudier. Elle s'est inscrite à l'Actors Studio de Lee Strasberg. Elle voulait prouver avant tout à elle-même qu'elle était une actrice, et non un accessoire en mouvement. À New York, elle se promenait sans maquillage, s'asseyait au fond de la classe et écoutait les cours comme les autres étudiants. Lee Strasberg, le maître légendaire qui a formé Marlon Brando et James Dean, a dit d'elle « J'ai travaillé avec des centaines d'acteurs, mais seuls 2 d'entre eux avaient une lueur de talent absolu et naturel. Le premier, c'est Marlon Brando. La seconde, c'est Marilyn Monroe. Strasberg ne faisait pas de compliments. Il était un professeur impitoyable. Il utilisait la méthode de la mémoire émotionnelle, forçant les acteurs à revivre leur pire traumatisme pour exprimer l'émotion nécessaire à l'écran. Pour Norma Jean, dont la vie entière était un traumatisme, c'était efficace mais destructeur. Il ouvrait ses vieilles blessures sans se soucier de les refermer. Elle a prouvé qu'elle pouvait jouer le drame. Le film Les Désaxés, son dernier travail achevé, était un cri de l'âme. Elle y joue pratiquement elle-même, une femme vulnérable, brisée. Mais Hollywood n'en voulait pas. La tragédie de son intellect résidait dans la conscience. Si elle avait été stupide, elle aurait pu être heureuse. Elle aurait vécu dans un monde d'illusions, profitant de l'argent, de l'attention des hommes et des projecteurs. La stupidité est une anesthésie. Mais Norma Jean était trop intelligente. Son haut quotient intellectuel travaillait contre elle. Il lui permettait de voir sa situation avec une clarté cristalline. Elle comprenait que le studio l'exploitait, elle comprenait que les hommes la voyaient comme un trophée. Elle voyait la fausseté dans les sourires des reporters. Elle lisait les contrats et voyait comment on la volait. Monroe gagnait bien moins que ses partenaires masculins et même moins que ses maquilleurs. Imaginez cet enfer quotidien. Le matin, vous lisez Rilke et réfléchissez à la nature de la solitude et de la mort. L'après-midi, vous arrivez sur le plateau où le réalisateur vous hurle dessus « Ne pense pas à ma belle, montre juste ta poitrine et souris, fais cette tête de blonde idiote » et vous le faites parce que vous êtes une professionnelle. Parce que vous êtes lié par un contrat. Et le soir, vous rentrez chez vous, vous démaquillez et réalisez que le monde entier vous prend pour une idiote. Arthur Miller, son 3e mari, intellectuel et dramaturge, a d'abord été charmé par ce contraste. Il l'appelait le poète du coin de la rue. Mais finalement, même lui n'a pas pu supporter le poids de son esprit, multiplié par sa douleur. Il s'attendait à trouver une muse, mais à trouver un miroir qui reflétait ses propres imperfections. Dans ses journaux, qu'elle a découvert et lu, encore un coup dur, il a écrit qu'il avait honte d'elle devant ses amis intelligents. Qu'elle lui semblait une enfant, cela l'a achevé. L'intellect de Marilyn Monroe était un projecteur dirigé vers l'intérieur. Et ce qu'elle y voyait, le vide, la peur, les conséquences de la violence, étaient insupportables. Une personne intelligente en prison souffre plus que celle qui ne comprend pas ce qu'est la liberté. Marilyn Monroe a passé sa vie dans une cellule solitaire dont les murs étaient tapissés de ses propres photos souriantes. Acte 4. Cannibalisme émotionnel. En psychologie des relations, il existe le concept de amour-objet. C'est quand vous aimez non pas une personne avec toutes ses fissures et complexités, mais la fonction qu'elle remplit dans votre vie. La tragédie de Norma Jean résidait dans le fait qu'elle était l'objet le plus convoité sur Terre. Des millions d'hommes rêvaient de passer une nuit avec elle. Des centaines de mâles riches et influents voulaient l'avoir à leur côté lors de réceptions. Mais personne, absolument personne, ne voulait se réveiller à côté de Norma Jean. Et ce réveil était toujours une déception. Au lieu de la bombe sexuelle joyeuse et docile, ils découvraient à leur côté une femme effrayée, sans maquillage, qui avalait des pilules par poignée, pleurait la nuit et cherchait un père en chaque homme qui lui montrait un peu de chaleur. Janvier 1954, le mariage du siècle. La plus grande star d'Hollywood épouse le plus grand joueur de baseball d'Amérique. Cela ressemblait à un conte de fées écrit par des publicistes.
le roi et la reine. Mais la réalité était loin des photos glamour. Joe DiMaggio était un conservateur italien à l'ancienne. Il avait terminé sa carrière et voulait une vie tranquille. Il voulait une épouse qui resterait à la maison, cuisinerait des lasagnes et ferait des enfants. À la place, il a eu une femme qui appartenait à tout le monde sauf à lui. DiMaggio l'aimait, c'est indéniable. Mais son amour était étouffant, possessif et en fin de compte violent. Il ne pouvait pas supporter que d'autres hommes regardent sa propriété. Le point culminant de ce drame fut la nuit du 15 septembre 1954, New York. Tournage du film 7 ans de réflexion, la fameuse scène. Marilyn se tient sur une grille de métro, le train passe en dessous, le souffle soulève sa robe blanche, dévoilant ses jambes et sa lingerie. Pour l'histoire du cinéma, c'est un moment canonique de liberté et de légèreté. Pour Norma Jean, c'était du travail. Pour Joe DiMaggio, c'était une humiliation publique. Des milliers de curieux et de reporters étaient de présents sur le tournage. Quand la robe s'est envolée, la foule d'hommes a sifflé et crié. DiMaggio se tenait à l'écart. Les témoins décrivaient de son visage comme un masque de rage. Il entendait la foule déshabiller sa femme du regard. Plus tard, dans la chambre d'hôtel du Saint-Régis, une scène terrible s'est jouée. Les cris étaient audibles dans le couloir. Le lendemain, on a vu des bleus sur Marilyn que les maquilleurs ont soigneusement dissimulés. Moins d'un mois plus tard, elle a demandé le divorce, invoquant la cruauté psychologique. Joe voulait enfermer l'oiseau de feu dans une cage et le recouvrir d'un tissu épais. Il aimait Norma, mais détestait Marilyn. Et dans cette guerre, Marilyn a gagné car elle était celle qui nourrissait. Si DiMaggio était le corps, alors Arthur Miller devait être le cerveau. Leur mariage en 1956 a été qualifié d'union du sablier et de la tête. Miller était le dramaturge le plus en vue du pays, un intellectuel de gauche, la conscience de la nation. Norma Jean le vénérait. Elle voyait en lui un mentor, un professeur, un père. Elle l'appelait papa, un marqueur effrayant mais honnête de son traumatisme. Elle pensait qu'il verrait son âme, qu'il la sauverait du marécage d'Hollywood. Elle a adopté le judaïsme pour lui. Elle allait essayer de devenir la parfaite maîtresse de maison. Mais Miller a commis le pire crime contre elle, il l'a utilisée comme matériau. Au début, il était fasciné par sa vitalité. Mais très vite, vivre avec une personne profondément traumatisée a commencé à le lasser. Norma souffrait de fausses couches, conséquence de l'endométriose, dont on savait peu à l'époque et qui était maltraitée. Chaque perte d'enfant l'a plongée dans une dépression noire. Miller ne gérait plus. Il a commencé à se détacher. Un jour, elle a trouvé son journal ouvert sur la table. L'entrée qu'elle a lue a brisé son dos définitivement. Miller écrivait qu'il était déçu d'elle, qu'il avait honte d'elle devant ses amis, qu'elle n'était pas la muse qu'il avait imaginée, mais juste un enfant capricieux, une garce, selon certaines traductions, qui l'entraînait vers le bas. Pour une personne avec un complexe d'infériorité comme Norma, c'était la confirmation de tous ses cauchemars. Je ne suis pas assez bien. Même pour lui, je ne suis qu'une stupide blonde. Le dernier acte de leur relation fut le film Les Désaxés. Miller a écrit le scénario spécialement pour elle, cela devait être un cadeau. Mais quand Norma a lu le scénario, elle a été horrifiée. L'héroïne Roselyne, c'était elle, mais pas la version héroïque. Miller avait décrit avec une précision chirurgicale toutes ses faiblesses, ses crises, sa dépendance, son insécurité. Il l'a forcée à jouer sa propre pathologie devant la caméra. Il a exposé son âme publiquement. Sur le plateau, il ne se parlait presque plus. C'était un acte de cannibalisme émotionnel public. L'écrivain a mangé sa femme pour obtenir un bon texte. Des tonnes de théories conspirationnistes ont été écrites sur les liens de Monroe avec John et Robert Kennedy. Les services secrets l'ont-ils éliminé ou non? C'est une question pour une autre histoire. Dans le contexte psychologique, une chose est plus importante, la façon dont il la traitait. Pour le clan Kennedy, l'aristocratie américaine, elle était le trophée ultime. Un fanion passant de main en main. Les témoignages d'agents des services secrets et de personnes de l'entourage, comme Peter Lawford, dressent un tableau hideux. Elle était passée de main en main. Elle était utilisée pour les fêtes. Norma Jean croyait naïvement que John Kennedy divorcerait de Jackie et l'épouserait. Elle appelait la Maison Blanche, elle croyait au conte de Cendrillon. Mais pour les Kennedy, elle n'était pas Cendrillon. Elle était Marilyn Monroe, une fonction procurant du plaisir. La célèbre performance « Happy Birthday, Mr. President » du 19 mai 1962. Regardez cette vidéo non pas comme un triomphe, mais comme une agonie. Elle monte sur scène au Madison Square Garden. Elle est ivre ou sous l'emprise de substances. Elle est en retard, on l'a à peine laissée entrer. Elle retire son manteau blanc, restant dans cette fameuse robe d'une nue, couverte de strass. Une robe si serrée qu'elle a été cousue directement sur elle. En dessous, rien.
Elle se tient devant 15 000 personnes et chante pour son amant assis dans la loge avec sa femme. Elle chante avec un tel souffle, une telle sexualité nue et en même temps une telle supplication pour l'amour que cela semble presque obscène. C'était un acte de soumission totale. Elle s'est offerte comme un cadeau d'anniversaire, un morceau de viande enveloppé de strass. Après cette performance, Kennedy s'est éloigné d'elle. Le cadeau avait été déballé, utilisé et était devenu toxique. On ne répondait plus à ses appels. À l'été 1962, Norma Jean était seule. DiMaggio appartenait au passé, bien qu'il ait été le seul à l'avoir vraiment aimée. Il la sortait de la clinique psychiatrique quand tout le monde l'avait abandonnée, et c'est lui qui a organisé ses funérailles, ne laissant entrer personne du milieu hollywoodien. Miller l'avait trahi intellectuellement. Les Kennedy l'avaient utilisée physiquement et jetée. Elle était la femme la plus célèbre du monde. Et dans son carnet d'adresses, il n'y avait personne qu'elle pouvait appeler pour simplement parler en tant qu'être humain et non en tant que star. Le cannibalisme émotionnel était terminé. Il ne restait de Norma Jean que des os. Les prédateurs étaient rassasiés. Il ne restait plus qu'à se débarrasser du corps. Acte 5. Exploitation posthume. Marilyn morte comme actif idéal. Le 4 août 1962, le cœur de Norma Jean Baker s'est arrêté. Mais la marque Marilyn Monroe venait à peine d'entrer en bourse. Pour la machine corporative, sa mort n'a pas été une tragédie mais un soulagement. Marilyn morte s'est révélée être un actif parfait. Elle n'est plus en retard sur les tournages, elle ne vieillit pas, elle ne demande pas de renégociation de contrat, elle n'appelle pas les producteurs en pleine nuit en crise. Elle est figée dans la perfection éternelle d'une beauté de 36 ans. À partir de ce moment, a commencé le chapitre le plus cynique de l'exploitation humaine que le monde ait jamais vu. Un chapitre qui se poursuit encore aujourd'hui, alors que vous lisez ce texte. La tragédie de son héritage a commencé avec son testament. Marilyn, toujours en quête de famille, a légué la majeure partie de sa fortune et, plus important encore, les droits sur son image à son professeur d'art dramatique, Lee Strasberg. Elle croyait qu'il en ferait bon usage. Mais à la mort de Strasberg, les droits sont passés à sa seconde épouse, Anna Strasberg, une femme qui connaissait à peine Marilyn. C'est Anna Strasberg qui a transformé le nom de l'actrice décédée en machine à licence. Elle a commencé à vendre le visage de Marilyn surtout, des briquets et des t-shirts jusqu'à la nourriture pour chiens. Plus tard, les droits ont été vendus à la société Authentic Brands Group. Aujourd'hui, Marilyn Monroe est une corporation. Elle figure chaque année parmi les célébrités décédées les plus riches selon le magazine Forbes, générant des millions de dollars. Cet argent va à des gens qui ne l'ont jamais regardé dans les yeux. Norma Jean est morte endettée. Son spectre génère des milliards. Rien n'illustre mieux l'attitude du monde envers Monroe que l'histoire de sa robe. Cette fameuse robe nue de Jean-Louis dans laquelle elle a chanté pour Kennedy. Ce n'était pas juste une robe, c'était une seconde peau. Elle était conçue pour créer l'illusion totale de nudité, couverte seulement de poussière de strass. C'était un artefact intime de son humiliation et de son triomphe. En 2016, le musée Ripley's Believe It or Not l'a achetée aux enchères pour 4 800 000 $. La robe est devenue le vêtement le plus cher de l'histoire. Mais cela ne suffisait pas. En 2022, Kim Kardashian a décidé de la porter au Met Gala. Réfléchissez au symbolisme de cet acte. Une icône moderne de la télé-réalité, self-made, s'introduit littéralement dans la peau d'une légende morte pour 10 minutes sur le tapis rouge. La robe ne fermait pas sur Kardashian. Elle était tendue, le tissu, âgé de 60 ans, craquait. Après l'événement, des photos des dommages sont apparues en ligne. Couture déchirée, strass tombées. Le monde s'est indigné, mais cette indignation était hypocrite. Nous avons nous-mêmes créé une culture où le corps de Monroe est un bien public. Kardashian n'a fait que pousser cette idée jusqu'à son absurdité logique. Je suis riche, donc je peux porter sa peau. Mais l'exploitation ne s'est pas limitée aux vêtements. Elle a touché aussi son lieu de repos éternel. Marilyn est enterrée au cimetière Westwood Village Memorial Park. Son caveau, un mur de marbre rose, est devenu un lieu de pèlerinage. Des fans ont embrassé la pierre pendant des décennies, laissant des traces de rouge à lèvres jusqu'à ce que l'administration doive remplacer la plaque. Mais l'horreur réside dans ses voisins. Hugh Hefner, fondateur de Playboy, l'homme qui a lancé son empire en publiant des photos nues de Norma Jean dans le premier numéro du magazine sans son consentement. Elle avait posé pour un calendrier pour 50 $ quand elle n'avait rien à manger et Hefner a acheté les droits et en a fait une fortune. Marilyn détestait ce fait. Elle se sentait utilisée. Que fit Hefner ? En 92, il a acheté le caveau juste à côté d'elle pour 75 000 $. Je reposerai à côté de Marilyn pour l'éternité, a-t-il dit. Cet acte a été le point final du harcèlement.
Même dans la mort, elle n'a pas pu se débarrasser de l'homme qui vendait son corps. Il a littéralement acheté le droit de reposer avec elle dans la même terre. Mais ce n'est pas le fond. La place dans le caveau au-dessus de Marilyn Monroe s'est libérée quand la veuve de l'homme qui y reposait a décidé de la vendre pour rembourser son hypothèque. Le slogan publicitaire de l'enchère sur eBay disait « Dormez pour l'éternité face à face avec Marilyn Monroe ». Le prix a atteint 4 600 000 $. Les hommes continuant de payer des millions pour que leur reste en décomposition soit proche des os d'une femme qu'ils n'ont jamais pu conquérir de son vivant. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère, l'ère de la nécromancie numérique. Avec le développement de l'intelligence artificielle et des technologies de deepfake, Marilyn est à nouveau mise au travail. Son avatar numérique fait la promotion de parfums Dior dans un clip où elle se tient aux côtés de Charlize Theron. Les réseaux neuronaux génèrent sa voix, la faisant lire des textes qu'elle n'a jamais vus. Le film Blonde, sorti en 2022 sur la plateforme Netflix, a été l'apothéose de la violence. Le réalisateur a créé une hallucination high-tech où pendant 3 heures, le spectateur observe une copie de Marilyn se faire violer, battre et humilier. Cela a été présenté comme de l'art. En réalité, c'était un porno de souffrance à gros budget. Elle est devenue un jeton non fongible qu'on a commencé à miner un demi-siècle avant l'invention de la blockchain. Elle n'a pas de droit. Elle n'a pas de voix pour dire non. Norma Jean rêvait que la mort lui apporterait la paix. Mais pour Marilyn Monroe, la mort est simplement devenue un passage à un mode de travail 24 heures sur 24. J'ai commencé ce récit avec une question sur le prix. Combien vaut une icône? Le prix de l'icône, Marilyn Monroe, ce n'est pas 4 800 000 $ pour une robe, ni des milliards de recettes au box-office. Le prix, c'est une vie humaine réduite en poussière. C'est la psyché brisée d'une fille qui voulait juste être aimée mais qui a reçu l'adoration à la place de l'amour. Ce sont des cheveux brûlés et un visage remodelé. C'est une bibliothèque avec des livres de Dostoïevski que personne ne prend au sérieux. C'est un enfant pleurant dans une pièce fermée à clé pendant que le monde entier applaudit un sourire dessiné sur la porte. Norma Jean Baker n'était pas simplement une victime des circonstances, elle était notre victime, de nos attentes. De notre désir de voir une belle image sans penser à ce qui se cache derrière. Nous sommes tous complices de ce crime. Chaque fois que nous achetons un t-shirt avec son visage, nous payons pour la continuation de ce spectacle. La prochaine fois que vous verrez la célèbre photo où elle rit, arrêtez-vous, regardez de plus près. Vous ne verrez pas le bonheur. Vous verrez un action exécuté à la perfection. Et quelque part, au fond de ses yeux brillants, vous verrez Norma Jean, qui attend toujours que la lumière s'éteigne. Marilyn Monroe est le plus beau masque que l'humanité ait jamais porté. Mais sous le masque, il n'y a jamais eu de vide. Il y avait du sang. L'histoire de Norma Jean nous pousse à haïr le système hollywoodien pour la manière dont il brise les femmes. Nous voyons en lui un monstre impitoyable qui dévore l'innocence. Mais ce monstre a une mère. 30 ans avant que Marilyn Monroe ne devienne la principale victime d'Hollywood, il y avait une femme qui en était le principal prédateur. Vous connaissez probablement le nom de Mary Pickford. L'enfant chéri de l'Amérique, la fille aux boucles dorées, l'ange du cinéma muet. Oubliez cette image. C'était le déguisement le plus réussi de l'histoire du business. En réalité, Mary Pickford était le Steve Jobs en jupe du début du XXe siècle. Tandis que Marilyn pleurait dans son oreiller à cause des contrats, Pickford écrivait ses contrats. Elle ne demandait pas d'augmentation de salaire. Elle a fondé sa propre maison de production, United Artists, pour tenir en otage des géants comme Charlie Chaplin. Marilyn est morte d'impuissance. Mary Pickford est morte avec un pouvoir que même les présidents craignaient. Mais le prix qu'elle a payé pour devenir reine était encore plus terrible qu'une mort par overdose. Comment un ange est-il devenu le tyran qui a construit cette même machine à broyer dans laquelle Monroe est tombée plus tard? Abonnez-vous à la chaîne et je vous raconterai l'histoire de la première femme qui a compris. Pour survivre dans un monde d'hommes, il faut devenir plus dangereuse qu'eux.